Bonsoir à tous, bienvenue dans Euronews Soir pour l'actualité européenne et internationale de ce vendredi 7 juin. Voici les titres de ce journal. Au Royaume-Uni, Theresa May n'est plus la chef des conservateurs. Emportée par la crise du Brexit, elle a quitté la direction du parti avant d'abandonner bientôt son poste de Première ministre. La course à sa succession est lancée. L'excentrique Boris Johnson semble bien placé. En Espagne, Pedro Sánchez a été chargé par le roi de former un gouvernement. Le Premier ministre sortant et son parti socialiste avaient remporté les dernières élections législatives. Mais il devra nouer des alliances pour former une majorité au Parlement. La tâche s'annonce complexe. Ce nouveau rapport de WWF sur la pollution plastique des mers, la Méditerranée notamment, est loin d'être épargnée. Des tonnes de déchets sont rejetés dans l'eau. Plusieurs pays, dont la France, sont épinglés par ce rapport. Enfin, le début de la Coupe du monde féminine de football en France. Qui succédera aux États-Unis? 24 équipes participent à cette compétition qui pourrait donner un élan majeur au foot féminin dans le monde. Bienvenue, une page se tourne au Royaume-Uni. Theresa May a donc officiellement quitté la tête du parti conservateur avant d'abandonner bientôt ses fonctions de Première ministre. Theresa May paye la crise du Brexit. En 3 ans, depuis le référendum de 2016, elle n'a pas réussi à sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne. Son accord de sortie conclu avec Bruxelles n'ayant jamais convaincu la majorité des parlementaires britanniques. La course à sa succession est donc lancée. Dans ce contexte, les travaillistes de Jeremy Corbyn et le parti Brexit de Nigel Farage avancent leurs pions sur l'échiquier politique britannique. Le point avec Audrey Tilve. Comme promis, elle passe la main. Theresa May a quitté ce vendredi la direction du Parti conservateur britannique, renonçant du même coup au fauteuil de Premier ministre. Elle gérera les affaires courantes jusqu'à ce qu'un successeur soit choisi par les conservateurs. L'autre coup dur du jour pour les Tories, c'est la victoire de l'opposition travailliste lors d'une législative partielle à Peterborough. Le chef de file des travaillistes a saisi l'occasion d'appeler de nouveau à des législatives anticipées. Le jour où Theresa May cesse d'être la chef du Parti conservateur, mon message à tous les candidats qui se battent pour lui succéder à la tête du parti est le suivant. Organisez une fois pour toutes des élections générales. Nous sommes prêts. Le résultat de Peterborough est aussi un camouflet pour Nigel Farage et son parti du Brexit. Il espérait faire aussi bien qu'aux européennes, mais son candidat est arrivé second. Qu'à cela ne tienne, le très populiste Farage a remis une lettre au 10 Downing Street devant les caméras pour demander à ce que sa formation participe aux négociations sur le Brexit. Il entend surtout faire d'une pierre deux coups en faisant voler en éclats le système bipartisan au Royaume-Uni. C'est le dernier jour de Theresa May. Je ne veux pas être trop dur, mais elle nous a dit plus de 100 fois que nous allions quitter l'UE le 29 mars et ça n'est pas arrivé. Il y a maintenant tout un tas de candidats qui nous disent que nous allons partir le 31 octobre et franchement, je n'en crois pas un. Parmi les candidats à la succession, le très flamboyant Boris Johnson, favori des militants conservateurs, il vient d'échapper à des poursuites engagées contre lui pour un de ses arguments financiers en faveur du Brexit au moment du référendum de 2016. Un argument mensonger pour les plaignants, mais la Haute Cour de Londres n'a pas donné suite. En Espagne, à présent, la tâche s'annonce difficile pour Pedro Sánchez, qui a été officiellement chargé de former un gouvernement. Plus d'1 mois après la victoire du Parti socialiste lors des législatives, le Premier ministre sortant va devoir s'allier avec d'autres partis politiques pour constituer une majorité au Parlement. Les détails avec Sandrine Delorme. Le roi d'Espagne a chargé le socialiste Pedro Sánchez et Premier ministre sortant de former un nouveau gouvernement après sa victoire aux élections. Mais Pedro Sánchez va devoir négocier avec d'autres partis politiques pour être reconduit à son poste, car les voix des socialistes sont insuffisantes à elles seules au Parlement. Un grand honneur que j'accepte l'invitation du roi Felipe VI, parce que c'est un honneur de diriger l'Espagne, notre fantastique pays. J'accepte aussi cette invitation avec responsabilité et avec une grande gratitude pour la confiance exprimée par le peuple espagnol. Sánchez rencontrera Pablo Iglesias du parti de gauche Podemos mardi prochain. Il a déjà été partenaire des socialistes, mais l'entente n'est plus aussi claire. Puis ce sera au tour du conservateur Pablo Casado du Parti populaire et du libéral Albert Rivera de Ciudadanos. Ces derniers ont promis de mener la vie dure à Pedro Sánchez, mais il ne peut éviter ses consultations protocolaires.
J'annonce que la semaine prochaine, je commencerai les rencontres avec les dirigeants des 3 principaux partis politiques, mis à part le Parti socialiste, puisque ce sont ceux qui peuvent faciliter ou bloquer l'investiture au Parlement espagnol. Son investiture pour un mandat de 4 ans devrait avoir lieu début juillet. Elle ne fait guère de doute car aucun autre chef de parti ne dispose d'assez de voix pour tenter d'obtenir la confiance de la Chambre basse. Hors de question de repasser par la case élection pour Pedro Sánchez. Le peuple espagnol a été très clair lors des élections du 28 avril et du 26 mai. Il veut que le Parti socialiste gouverne. Il n'y a pas d'autre alternative. Ou le Parti socialiste gouverne, ou le Parti socialiste gouverne. Il n'y a pas d'autre alternative. Pour être reconduit, le socialiste de 47 ans aura besoin de 176 voix lors du vote d'investiture en séance plénière, soit la majorité absolue des 350 sièges de la Chambre basse. En France, une cour d'assises spéciale jugera bientôt les complices présumés des attentats qui frappèrent Paris en janvier 2015. 17 morts au total, dont des journalistes de Charlie Hebdo, une policière et des clients d'une épicerie juive. Les terroristes sont morts, mais ils pourraient avoir bénéficié de soutien. Stéphane Amalian. Les attaques de Charlie Hebdo, de l'Hypercacher et de Montrouge face à la justice, 5 ans après les faits. 14 suspects doivent comparaître devant une cour d'assises spéciale du 20 avril au 3 juillet 2020. Ils sont soupçonnés, à des degrés divers, d'avoir soutenu logistiquement les terroristes. Le 7 janvier 2015, les frères Chérif et Saïd Kouachi tuent 12 personnes dans l'attaque de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo à Paris, avant de prendre la fuite. Le lendemain, Amédi Koulibaly abat une policière municipale à Montrouge, près de Paris. Le 9 janvier, il assassine 4 hommes, tous juifs, lors de la prise d'otage du magasin Hypercacher dans l'Est parisien. Le djihadiste est mort sur place, dans un assaut policier. Les frères Kouachi avaient été abattus peu avant, dans une imprimerie, où ils s'étaient retranchés, à Damartin, en Goële. Les attaques de janvier 2015 ont fait 17 morts. Il s'agit du premier procès organisé pour un attentat djihadiste commis en France depuis les attaques de Toulouse et Montauban, perpétrées par Mohamed Merah. On en vient à la crise migratoire en Amérique centrale. Depuis plusieurs mois, de nombreux ressortissants du Honduras, du Guatemala et du Salvador font route vers le nord pour fuir la pauvreté et l'insécurité dans leur pays. Leur objectif, aller jusqu'aux États-Unis, où Donald Trump refuse de les laisser rentrer. L'administration américaine fait pression sur le Mexique voisin pour qu'il barre la route aux migrants sous peine de sanctions. Alice Fantino. Elles ont fini par céder aux pressions de Washington. Les autorités mexicaines ont annoncé le déploiement de la garde nationale à la frontière avec le Guatemala, alors que plus d'1 millier de migrants avaient été bloqués près de ce point de passage ce mercredi. Aujourd'hui, ce geste est un nouveau pas pour tenter de trouver un accord avec les États-Unis qui menacent d'imposer des droits de douane sur les importations en provenance du Mexique dans 3 jours si aucune solution n'est trouvée. Près de 6 000 hommes devraient être postés pour freiner les clandestins venus d'Amérique centrale qui souhaitent transiter par le pays. Un flux migratoire au cœur d'un bras de fer entre le président américain Donald Trump et son homologue mexicain Andrés Manuel López Obrador qui l'accuse de rester passif face à ce phénomène. Et la Maison-Blanche insiste pour que le Mexique accueille les exilés sur son propre territoire. On en vient à ce nouveau rapport de l'ONG WWF sur la pollution plastique des mers et des océans. Des tonnes et des tonnes de déchets jetés par l'homme qui se retrouvent au fond de l'eau et bien souvent dans l'estomac des poissons. Le pourtour méditerranéen est loin d'être épargné par cette pollution. Le rapport épingle notamment la France. Laurence Alexandrovitch. Que devient le plastique que nous consommons au quotidien? L'ONG de défense de la nature, WWF, tire la sonnette d'alarme dans son rapport annuel à la veille de la journée mondiale de l'océan. Car c'est en mer qu'il finit le plus souvent sa course. WWF s'est intéressé au pourtour de la Méditerranée et ses 22 pays qui l'abordent. Chaque minute, imaginez 34 000 bouteilles jetées dans la mer. C'est l'équivalent du plastique qui s'y déverse chaque année. Et la France, sans être le pays le plus pollueur, est celui qui produit le plus de déchets plastiques. Alors donc, que deviennent-ils? Selon WWF, la France a produit 4,5 millions de tonnes de déchets plastiques en 2016, soit 66,6 kilos par personne.
Si 98% du total ont été collectés, seulement 22% ont été recyclés. Les 2% de déchets plastiques restants génèrent la fuite de 80 000 tonnes de plastique dans la nature, dont 11 200 tonnes pénètrent en Méditerranée. Autour de la Méditerranée, les rejets de déchets diffèrent et plus la couleur sur la carte est foncée, plus ils sont élevés, jusqu'à plus de 20 kilos par an et par personne en Égypte, au Monténégro et en Albanie. La France n'est pas exempte d'un rappel à l'ordre. Dans les régions touristiques particulièrement, l'été, les déchets plastiques s'accumulent. Première victime de cette pollution marine, les poissons et autres cétacés. Ils peuvent ingérer des plastiques et s'étouffer, mais aussi être contaminés via les microplastiques dans leur nourriture. La présence dans l'eau de phtalates, des composés chimiques présents notamment dans le PVC et les cosmétiques comme le vernis, sont très volatiles et omniprésents dans l'environnement. Même loin de l'homme, les animaux sont en danger. Allez, on passe au sport. C'est parti en France pour la Coupe du monde féminine de football. Au programme, un mois de compétition et une cinquantaine de matchs répartis dans 9 stades. 24 équipes se disputent le titre suprême remporté il y a 4 ans par les États-Unis. Et pour parler de ce mondial féminin, on retrouve sur place à Paris notre correspondant Andy Robini. Bonsoir Andy. Bonsoir. Alors Andy, 24 équipes, on le disait, se disputent cette Coupe du Monde. Qui sont les favoris ? Il y a plusieurs favoris. Les grandes favoris sont les États-Unis. Les États-Unis qui connaissent ce genre de compétition par cœur. Elles ont déjà gagné la Coupe du Monde plusieurs fois, notamment la dernière au Canada en 2015. Elles ont absolument atomisé l'équipe du Japon en finale. Une équipe très forte, très solide, beaucoup d'expérience. Mais attention, les Françaises sont là, pays hôte. Donc évidemment, il y a le public qui pousse derrière et les Françaises qui ont un bon coup à jouer. Il y a un peu de France 98 dans l'air, quelques fans qui pensent vraiment que l'équipe de France peut faire la différence. L'équipe de France qui joue face à la Corée du Sud. Après, il y a d'autres équipes très solides. L'Allemagne, par exemple, qui ont gagné la Coupe d'Europe plusieurs fois. En Coupe du Monde récemment, ça n'a pas été vraiment ça, mais les joueuses qui essaieront de rattraper un petit peu cette équipe nationale masculine qui ne s'en sort pas en ce moment. Il y a aussi les Anglaises, l'équipe d'Angleterre qui a gagné la She Believes Cup récemment, notamment avec un match nul contre les États-Unis. Elles ont battu le Japon, ce qui montre qu'elles font partie de l'élite. Et finalement, le Brésil, une équipe qui a peut-être besoin de renouveau, mais c'est aussi ce qui fait son charme. On parle de Marta, par exemple, qui a été élue meilleure joueuse du monde 6 fois. Donc en tout cas, une Coupe du Monde qui s'annonce bien, beaucoup de favorites, mais ça reste quand même les États-Unis en pole position. Alors comment est l'ambiance dans la capitale française ? Est-ce que vous sentez un engouement autour de cette Coupe du Monde ? On va dire un petit engouement. On a rencontré quelques fans qui évidemment ont fait le voyage juste pour venir voir ce premier match. Mais soyons parfaitement honnêtes. Donc pour l'instant, comme vous pouvez le voir, on est juste à côté de la Tour Eiffel. C'est pas tout à fait le même engouement qu'en 1998, ni pour l'Euro en 2016. Mais je pense que plus proche, quand on se rapprochera du Parc des Princes, il y aura plus d'ambiance. Et je pense aussi que, fur et à mesure que ce tournoi avancera, je pense qu'il y aura aussi plus d'engouement, plus de couverture médiatique, plus de fans qui vont faire le déplacement. Déjà en termes de places vendues, on en est à ce soir 57 000 spectateurs sont au Parc des Princes et aussi un total d'environ 1 million de places ont été vendues pour cette Coupe du Monde. Merci beaucoup Andy Robini depuis Paris. Cette Coupe du Monde pourrait donner une impulsion majeure au football féminin qui n'a cessé de se développer ces dernières années, même si dans le football, la parité homme-femme est encore loin d'être atteinte. Exemple en France, voyez ce sujet de Pierre Michaud. Un an après leur homologue masculin, les Bleus de Corinne Diacre tenteront elles aussi de faire vibrer la France du foot.
Une parité auprès des supporters que l'on ne retrouve pas à tous les niveaux. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est la même chose dans tous les pays, mais en tout cas chez nous, une femme à un même poste qu'un homme peut gagner un peu moins d'argent. Maintenant, à partir du moment où on est heureux dans ce que l'on fait, est-ce qu'il y a nécessité de gagner autant d'argent ? Très sincèrement, pour nous, demain, effectivement, les primes sont différentes, oui. La dotation de la FIFA est différente entre les hommes et les femmes. C'est pourquoi notre rétribution aujourd'hui est différente. À titre de comparaison, un joueur de Ligue 1 gagne en moyenne 73 000 € par mois, quand une joueuse de D1 plafonne à 2 500 €. Si Amandine Henry et les Bleus sont sacrées championnes du monde, elles toucheront 10 fois moins que Mbappé et consorts. Des signes montrent en tout cas l'émergence d'un véritable phénomène foot féminin. Le diffuseur français de la Coupe du Monde a accepté de débourser 12 millions d'euros, soit 12 fois plus que lors de la dernière édition. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité sur notre site internet. Restez sur Euronews pour d'autres informations. Très bonne soirée et bon week-end.